And who am I? That's not a secret I'll never tell. Ah si, je vais le dire. Ici, t'es sur Laughing Soul Chronicle, un podcast créé par moi-même, Gwen, qui sera au final ton petit guide à travers ces écoutes. J'espère que ce voyage sonore te plaira, car ici, il n'y a pas de tabou, pas de gatekeep et surtout, énormément de bienveillance. Je te souhaite une bonne écoute. Salut à toi, salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Laughing Soul Chronicle. Je suis trop contente de vous retrouver pour le dernier épisode avant une petite pause pour le podcast parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de chiller un peu, de dessiner un peu parce que depuis quelques semaines, je suis devenue ce qu'on appelle un super humain. Alors pourquoi un super humain ? Parce qu'en fait, j'ai suivi une formation. La formation de PSSM France, donc premier secours en santé mentale. Et depuis quelques semaines, je suis capable d'identifier les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Je suis capable aussi de les assister et de les aider éventuellement et même obligatoirement, normalement, à les rediriger vers des professionnels de santé afin qu'ils se fassent aider. Et pourquoi je suis un super humain ? Parce que finalement, cette formation, beaucoup de gens commencent à la suivre. Et bien parce que, comme vous le savez depuis le début de ce podcast, vu que j'en parle, je souffre de dépression et d'anxiété généralisée. Ce qui fait donc que je suis à la fois capable de déceler les personnes qui ont besoin d'aide, mais aussi de comprendre ce qu'elles ressentent, puisque je les vis au quotidien. Alors, dans ce podcast, il va y avoir énormément de trigger warning. Donc, prenez des notes et surtout, les gens qui ont besoin de ne pas écouter ce podcast parce qu'ils seraient un peu trop sensibles, c'est OK. Dans ce podcast, on va parler tout d'abord des troubles psychiques en France. On va parler des troubles dépressifs, des troubles anxieux, des troubles psychotiques, des troubles de conduite alimentaire. Et du coup, on va parler aussi de comportements suicidaires, automutilation, attaques de panique, événements traumatiques, états psychotiques sévères. Ça paraît pas joyeux comme ça, mais je vous promets que c'est un podcast rempli de bienveillance et surtout rempli d'espoir. Et en tout cas, pour moi, c'est la note que je retiens le plus, c'est l'espoir. La première chose à savoir concernant cette formation, c'est qu'elle est entièrement finançable via votre CPF et certaines entreprises peuvent même payer pour que vous la suiviez. Et ce qui m'a donné espoir en premier lieu quand j'ai commencé cette formation, c'est qu'en fait, il y avait énormément de personnes qui étaient soit thérapeutes, donc qui souhaitaient en connaître un peu plus sur la santé mentale et pouvoir au mieux aider les gens. Et surtout des gens en fait qui travaillaient dans des boîtes, donc des salariés, je dirais lambda, ou des managers. Et pourquoi c'est une bonne chose ? Parce que justement, cette formation, elle permet aussi de déceler les personnes qui ont des soucis de santé mentale dans le cadre du travail. Parce que la première chose à savoir, c'est que quand on souffre de pathologies ou de problèmes liés à la santé mentale, c'est la stigmatisation. La stigmatisation, c'est quoi ? En gros, c'est le fait qu'on vous mette de côté, on vous pointe du doigt, ou on a des comportements irrespectueux et surtout complètement isolants envers vous, parce que justement, vous ne fonctionnez pas de la même façon que les autres, vous pouvez être plus lent dans votre travail, moins productif, et surtout en difficulté. Là où ça m'a redonné espoir, c'est que justement, je me suis dit, si de plus en plus de gens se mettent à suivre cette formation dans le cadre justement du bien-être au travail, ça va permettre à énormément de personnes qui ne sentent pas les premiers pas d'une dépression ou d'un burn-out sur eux, de se faire aider, tout simplement de se faire accompagner. Dans la santé mentale, on appelle ça des pères aidants ou des aidants. Alors, les pères aidants, c'est autre chose. Là, c'est des gens qui en ont fait leur métier. Mais les aidants, en tout cas, toute personne souffrant de troubles de la santé mentale et étant accompagnée par des gens, ont des aidants autour d'eux. Je pense que l'idée dans ce podcast, ça va être d'une part de parler à la place du secouriste, mais aussi à la place de la personne souffrant de troubles. La première chose à savoir, et comme vous le savez, je l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts, on m'a diagnostiqué une dépression pour la première fois en 2021. Je pensais qu'elle avait été soignée et au final, pas du tout. Elle m'est revenue en pleine face il y a à peu près 1 an. Et du coup, on m'a diagnostiqué avec une anxiété généralisée. Et si on mixe tout ça ensemble, ça donne le syndrome anxio-dépressif. Un syndrome qui est vraiment difficile à vivre, surtout quand on ne comprend pas d'où il vient. Le syndrome anxio-dépressif, c'est le terme médical du burn-out, parce qu'en fait, dans le burn-out, ce qui en découle, souvent, c'est une dépression et derrière une anxiété généralisée. En tout cas, dans la majorité des cas.
Et en fait, toutes les personnes, à partir de ce moment-là, qui vous accompagnent, sont des aidants. Alors ça, moi, j'ai mis du temps à le comprendre parce que avoir des aidants autour de soi et les reconnaître, ça veut aussi dire qu'on s'appuie sur eux et qu'on leur demande conseil et que des fois, on peut être vraiment très, très chiant avec eux. Et ça, je sais que j'ai beaucoup d'amis, je m'excuserai jamais assez, même s'ils m'ont jamais rien reproché. Des fois, quand on est anxieux et dépressif, on peut être hyper relou. On est toujours dans l'hésitation à savoir est-ce que les gens nous aiment, est-ce qu'on n'est pas trop chiant, est-ce que le fardeau est pas trop lourd à porter. Moi, j'avais l'impression d'être lourde à porter pour les autres. Et en fait, le truc, c'est que quand j'en ai parlé avec beaucoup de gens qui m'entourent, eux, ce qui me reprochaient le plus, c'est de ne pas parler. Donc évidemment, c'est pareil à une personne dépressive, et là, je parle au nom du sauveteur. On peut pas en vouloir à une personne de ne pas parler. Il faut l'emmener à parler, forcément, à essayer de verbaliser ce qui ne va pas. On peut pas en vouloir à une personne de ne pas parler parce qu'à ce moment-là, ce qui se passe dans sa tête, c'est les montagnes russes complètes et la personne, surtout, elle sait pas du tout où elle en est, elle sait pas ce qui se passe. C'est aussi un des reflets de l'anxiété, c'est qu'en fait, il se passe énormément de choses dans votre tête et vous ne savez pas du tout où vous en êtes. Ça me donnait un peu l'impression, quand j'étais vraiment dans le fond du gouffre de l'anxiété, de plein de personnes qui parlent en même temps dans ma tête et je suis incapable de nommer en fait tout simplement ce que je ressens. Et après, ça se traduisait par des douleurs physiques, mais du coup, une douleur sur le flanc gauche ou une douleur au niveau de la poitrine, pour moi, c'est pas juste une contracture ou quoi que ce soit, c'est une crise cardiaque. J'ai mal à l'épaule, c'est sûrement un cancer de l'épaule. J'ai mal au ventre, c'est sûrement un cancer de l'estomac. Une personne anxieuse, ce qui se passe dans sa tête, c'est vraiment un no man's land et c'est très très compliqué justement de mettre les mots sur ce qui va pas. Du coup, les aidants, ça peut être vos parents, votre famille en général, vos amis, votre petit copain, votre petite copine, n'importe quelle personne qui, elle, a peut-être remarqué des signes de quelque chose qui n'allait pas et surtout qui accepte et qui encore aujourd'hui est à vos côtés pour vous soutenir, quelles que soient les difficultés que vous traversez. Quand on m'a diagnostiqué ma dépression, je pensais avoir énormément d'aidants autour de moi, avec le recul. Au final, quand on l'a diagnostiqué et que j'ai commencé à en parler autour de moi, ça a fait un énorme tri, à mes dépens bien sûr, parce que j'étais pas forcément OK avec ça. J'ai mis un terme à beaucoup d'amitiés, ça a été très dur à traverser parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais entourée de personnes qui y croyaient pas. D'ailleurs, pour les personnes qui écoutent et qui pensent que ça n'existe pas, déjà, qu'est-ce que vous foutez là? Et ensuite, deuxième chose, le burn-out, c'est pas un truc de flemmard. La dépression, c'est pas être une drama queen. L'anxiété, ça existe vraiment, hein. C'est pas comme le Père Noël. Désolée pour les enfants de 6 ans qui écouteraient cette podcast, mais vous avez rien à foutre là non plus. Donc les aidants, j'ai commencé à en identifier quelques-uns autour de moi, on va dire à partir de janvier, quand là j'ai commencé à voir que des relations amicales saines. Et je parle pas forcément des gens que je peux voir physiquement quand j'en ai envie, et je pense aux gens qui habitent pas très loin de chez moi et qui aujourd'hui sont une présence et surtout un accompagnement absolument incroyable, mais aussi les personnes plus loin, parce que j'ai énormément d'amis mais qui sont très loin, donc je me suis retrouvée un peu isolée. Ça peut être des fois difficile à vivre et surtout il faut se rappeler que être aidant des fois c'est à nos dépens, parce que moi aussi je suis aidante de personnes qui souffrent de troubles de la santé mentale. Avoir un trouble, ça ne vous empêche pas d'aider les gens, ça dépend comment vous vivez votre trouble et où vous en êtes. Bon, aujourd'hui, je suis traitée en thérapie toutes les semaines. Au niveau de la pathologie, ça va. Et je peux être aidante de certaines personnes et les guider aussi. Les aidants, c'est des gens qui, justement, vont se remettre en question. Et les aidants, ils sont nécessaires aussi à la guérison d'une personne parce que, justement, c'est des personnes souvent qui sont renseignées, qui sont empathes, qui représentent en fait une safe zone et vous pouvez leur parler de tout et c'est hyper naturel. Et moi, j'avoue, avant les amis que j'ai aujourd'hui qui se reconnaîtront, j'avais pas vraiment d'aidant parce qu'en fait, il y avait personne avec qui je me sentais vraiment libre de parler de ce qui ne va pas. Aujourd'hui, j'ai des amis de longue date qui sont devenus aidants parce que j'ai décidé de me livrer. Mais avant, c'était compliqué et je pensais pas que j'étais le genre de personne aussi isolée. Les aidants, on voit souvent ça comme des personnes un peu hors du commun qui passeraient leur journée à feuilleter des livres sur la santé mentale et le médical. Et en fait, je pense que là, ce qui est difficile, même si moi, j'ai tendance à mettre ces gens-là sur un piédestal parce qu'ils ont changé ma vie et qu'aujourd'hui, ils font partie du processus de guérison que j'ai réussi à enclencher, ça reste des gens normaux qui juste ont été déjà bien éduqués. Désolée pour ceux qui le prendraient mal, mais à partir du moment où vous pensez que la santé mentale c'est une connerie et des fabuleries, il y a un problème dans votre éducation. Et ensuite, surtout, c'est des gens qui ont décidé d'utiliser leur empathie comme il faut, et c'est des gens simples qui savent donner, qui savent recevoir et qui aident à apprendre à donner et recevoir. Même si c'est peut-être des fois plus simple de parler à des amis du même âge ou de la même génération, la famille c'est important aussi. Et si des fois on peut se heurter à des murs, moi j'ai eu énormément de soutien de la part de mon père qui pourtant lui est d'une autre génération, il est né en 1956, c'était pas du tout la même chose à cette époque-là.
Et surtout, il a grandi en n'ayant aucune prévention au niveau de la santé mentale. Et pour eux, c'était des choses qui n'existaient pas, en fait. La dépression, elle n'existait pas. Voire même quand on était dépressif, c'est qu'on était complètement fou. Et là où ça m'a apporté de l'espoir pour cette génération aussi, c'est que au début, quand j'en ai parlé à mon père, je me suis un peu heurtée à un mur parce qu'il était très inquiet. Et ça, je comprends totalement. Il n'y a rien de pire, je pense, que de voir son enfant souffrir et être malade. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que mon père s'est renseigné. Et depuis, on en parle. Il n'y a plus de barrière entre nous. Et surtout, c'est moi qui lui fais un peu la prévention. Il se renseigne. Ça, je l'ai déjà dit. Mais il se renseigne beaucoup. Et aujourd'hui, c'est un aidant à 100% parce que il m'accompagne, il me demande comment je vais, il me demande si tout se passe bien. C'est un soulagement aussi d'avoir cassé cette barrière entre nous parce que je crois que la pire chose pour une personne, et là c'est à la fois la personne qui en souffre et le sauveteur qui en parle, la culpabilité que peuvent ressentir les gens malades. Donc oui, on parle de maladie, on parle de pathologie, même plus en santé mentale. Le problème, c'est que les gens vont avoir tendance à s'isoler parce qu'ils vont avoir cette stigmatisation qui se fait, donc on en a parlé au début. Et surtout, il y a une peur en fait. C'est comme un coming out, mais version santé mentale en fait. Donc on peut dire que moi, ça fait un moment que je fais mon coming out santé mentale et on a peur d'en parler. On a peur de dire qu'on souffre de problèmes de santé mentale, on a peur de dire que quelque chose ne va pas et surtout on a peur de dire qu'on ne contrôle plus rien. La perte de contrôle, je pense que c'est la pire chose. La dépression, elle m'a enlevé pas mal de choses, elle m'a enlevé ma capacité à me concentrer, elle m'a enlevé ma mémoire, elle m'a enlevé aussi ma capacité à mieux analyser les comportements des gens autour de moi. J'ai sans arrêt, quand je suis dans une période de down, et là c'est ce qui arrive actuellement, donc désolée pour les gens que j'ai fait chier, je vous aime très fort. J'ai l'impression que personne ne m'aime, j'ai l'impression que personne ne s'occupe de moi, j'ai l'impression que j'ai pas assez assuré en tant qu'amie, je vais me questionner sans arrêt sur ce que j'ai dit, sur ce que j'ai pu faire qui aurait pu vexer ou quoi que ce soit. Ça, c'est la dépression qui parle. Pourtant, je suis traitée, mais malheureusement, il y a quand même des phases qui font qu'il faut les vivre. Alors aujourd'hui, je suis aidée au niveau médicaments aussi pour les phases d'angoisse profonde, parce que oui, on peut traiter les angoisses profondes et surtout l'anxiété. L'anxiété, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui disent on peut vivre avec. Non, ça, après, peut-être que c'est un avis tranché qui plaira pas à tout le monde, mais pour moi, l'anxiété, on ne vit pas avec. Tu peux ressentir du stress à des périodes de ta vie qui sont normales, et vivre avec de l'anxiété, c'est non, parce que l'anxiété, elle a plusieurs symptômes que je vais vous énumérer de suite. Déjà, à savoir une petite partie chiffres, les troubles anxieux, ça concerne 15% et 21% des Français ou des Françaises âgés de 15 à 85 ans. C'est plus courant chez les femmes que chez les hommes, et c'est facilement traité s'ils se produisent et sont détectés avant 18 ans. Vous voyez pourquoi j'en ai chié. Moi, quand on me l'a détecté, j'avais 26 ans, je crois. Et il y a une survenue inhabituelle du trouble avant l'âge de 25 ans. Et ça, je vous dis, ça arrange pas nos affaires. Les signes et les symptômes anxieux. Au niveau pensée, ça se traduit par une agitation des pensées ou des pensées obsédantes, baisse de la concentration, trouble de la mémoire, indécision, confusion, rêve d'apparence réelle. Les émotions, peur irrationnelle ou excessive et inquiétude excessive sur des événements passés ou futurs, irritabilité, impatience, colère, sur le qui-vive, nervosité. Comportement. Selon le type de trouble anxieux, évitement des situations ou des objets redoutés, comportements obsessionnels ou compulsifs, détresse lors de situations sociales, troubles du sommeil, augmentation de la consommation d'alcool et d'autres substances. Et au niveau physique, parce que oui, au niveau physique, il y a quand même des symptômes, mais il ne faut pas les oublier. Fatigabilité, accélération du rythme cardiaque, douleur thoracique, rougissement, respiration rapide et superficielle, essoufflement, sensation d'étouffement, vertige, maux de tête, transpiration, picotement et engourdissement, bouche sèche, douleur d'estomac, nausées, vomissements et diarrhée. Pas ouf. Tension, douleur musculaire, notamment dans les zones du cou, des épaules et du dos, agitation nerveuse, frissons et tremblements. L'idée de ce podcast, elle m'est venue aussi d'une part pour faire de la prévention et puis me la péter un peu parce qu'en vrai, c'est quand même plutôt stylé d'avoir validé une formation alors qu'au niveau concentration et mémoire, c'est pas le top en ce moment. Surtout parce qu'en fait, je suis en train de revivre une phase d'anxiété profonde. D'où ça vient? Pourquoi c'est là? Je ne sais pas. Vu que je suis en thérapie, j'en parle avec mon thérapeute, logique. Mais en tout cas, ça fait quelques semaines que je retraverse un épisode anxieux. Donc j'ai, comme on le disait, un traitement médicamenteux pour m'aider. Je fais des insomnies, j'ai des douleurs par-ci par-là. Et surtout, dans ma tête, c'est le bordel. J'ai l'impression que plus personne ne m'aime. J'ai été très relou avec beaucoup de personnes parce que je me suis dit, ça y est, il y a un problème, voilà. Le plus triste là-dedans, c'est que pourtant, je l'ai déjà vécu. Je viens d'être formée et j'ai pas été capable pour moi-même de reconnaître les signes. Et donc là encore, l'importance d'être un aidant ou un père aidant, donc étant formé à la santé mentale, c'est d'aider une personne à reconnaître ses signaux. Pour moi, justement, le premier aidant qui arrive en ligne de mire avant mes meilleurs amis qui sont proches de moi physiquement, donc dans la même ville, c'est mon copain.
parce que lui, du coup, il est avec moi tous les jours et il peut voir les changements d'humeur. Lui, il a remarqué et il m'a tout de suite fait remarquer que justement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc au début, les conversations que j'avais étaient un peu brouillons. Je lui disais que j'avais l'impression que mes amis, vu qu'ils m'écrivaient plus, voulaient plus me voir, avaient un problème contre moi, alors qu'au final, non, ils ont juste leur vie et ils font leurs vacances. Là, maintenant, je peux le dire parce que la crise commence à passer. Donc forcément, ça commence à aller mieux, donc je redeviens rationnelle. La deuxième chose, c'est que du coup, je ne dors plus. Je ne dors plus parce qu'en fait, dans ma tête, il se passe tellement de choses. Je ne peux pas tout analyser, en fait. J'ai l'impression que je suis en retard sur plein de choses, alors que va pas se mytho, dans ma position actuellement, je peux pas être en retard sur grand-chose vu que je n'ai rien de prévu, tout simplement. Et la dernière chose, surtout, c'est des angoisses liées à des événements un peu traumatiques. Là, l'événement le plus traumatique actuel, c'est qu'on arrive dans la période où ma tante est morte. Et du coup, même si le deuil est passé, qu'aujourd'hui je peux en parler sans chialer comme une madeleine et sans péter les plombs, ça reste encore une fois un événement traumatique, donc parfois ça peut revenir. Et du coup, les événements traumatiques, ça accentue les symptômes d'anxiété. La formation aussi, elle tient sur beaucoup de choses. Donc les trigger warnings que j'avais dit au début, c'est possible qu'on en parle, mais pas sûr. En tout cas, je voulais que les gens soient prévenus. C'est qu'en fait, aujourd'hui, premier secours en santé mentale, en fait, ça a été mis en place pour la première fois dans les années 2000 en Australie, parce que évidemment, la France est toujours un peu en retard, mais ça, on ne dira rien. Ça a été mis en place par le MHFA. Donc le MHFA, c'est le Mental Health First Aid, tout simplement. Donc premier secours en santé mentale, littéralement en français. Il a franchi les frontières australiennes pour la première fois en 2003 et il a été adopté par les gouvernements suivants, donc le gouvernement écossais. Et ensuite, il s'est développé progressivement dans de nombreux autres pays comme l'Angleterre, l'Arabie Saoudite, le Bangladesh, les Bermudes, le Canada, le Danemark, l'Écosse, les Émirats Arabes Unis, les États-Unis, la Finlande, Hong Kong, l'Inde, l'Irlande du Nord, le Japon, le Malte, le Népal, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Pays-Bas, le Pays de Galles, Singapour et la Suède. La France a reçu la licence du MHFA, donc le Mental Health First Aid, en 2018. Voilà, 18 ans après la création du MHFA, la France commence enfin les formations sur les premiers secours en santé mentale. Là où justement, quand j'ai eu cette info, j'ai un peu tiqué parce que je me suis dit donc, en France, on a quand même reçu la licence en 2018, mais aujourd'hui, en 2024, les gens dépressifs et souffrant de troubles de la santé mentale sont toujours stigmatisés. Faudra vraiment m'expliquer parce que là, j'ai pas compris pour le coup. Et du coup, à la mi-juin 2019, on considère qu'il y a plus de 1400 formateurs, plus de 700 000 personnes formées au premier secours en santé mentale en Australie. Du coup, en 2019 aussi, on considère qu'il y a plus de 3 millions de personnes dans le monde qui sont formées au premier secours en santé mentale. Déjà, la première chose qu'on nous rappelle également, c'est que le secouriste en santé mentale, c'est comme le secouriste qui a passé son PSC1. Il va avoir les gestes de premier secours, mais en aucun cas, la formation de secouriste en santé mentale ne doit se substituer à la vie d'un professionnel. C'est pour ça que souvent, pendant la formation, il y a des plans d'action qui sont déployés pour aider les personnes en difficulté et tous ces plans d'action se terminent systématiquement par guider la personne vers des ressources. Donc les ressources, ça peut être les ressources médicales, donc là on va parler des urgences, psychologues, psychothérapeutes, psychiatres, toute personne en fait habilitée à traiter des problèmes de santé mentale. Et après il y a des ressources autres justement pour pallier à l'attente et à l'errance médicale potentiellement qu'il peut y avoir. Et là ça va être des ressources d'auto-aide. Ça j'en parlerai à la fin du podcast et je donnerai un peu des ressources. Donc étant une personne souffrant de troubles de la santé mentale et étant formée en santé mentale, je parlais d'espoir au début parce que déjà, durant cette formation, on nous montre bien qu'il y a toujours une fin à tout. Donc là, c'est pas deep, c'est réel. La dépression, ça ne dure pas. Quand elle est traitée, en tout cas, elle va finir par partir avec le temps. L'anxiété, c'est pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et tous les troubles possibles au niveau santé mentale, pour la plupart, peuvent être soit traités, soit disparaître sur le long terme. Là, je parle par exemple de la dépression qui, elle, peut disparaître sur le long terme parce qu'on a traité cette maladie. Mais par exemple, on a parlé de troubles comme la bipolarité ou le trouble borderline. C'est des troubles qui malheureusement restent, mais peuvent être atténués, voire même en sommeil, avec un traitement adapté. D'où l'importance de diriger les personnes vulnérables et surtout en souffrance psychologique vers des entités et surtout des professionnels de santé qui peuvent réellement leur venir en aide et éventuellement la mise en place d'un traitement. À savoir que le maître mot et surtout la maître phrase plutôt de ce genre de formation, c'est bien de dire que plus tôt le problème est diagnostiqué, mieux il pourra être réglé. Et ça, je sais, comme ça, c'est facile à dire. J'ai moi-même vécu de l'errance médicale, pas du tout de la faute des médecins ou de l'hôpital public en général, mais plutôt parce que quand une personne, et là je vais parler
à la fois de la personne qui en souffre et à la fois du côté sauveteur, c'est qu'en fait, une personne va souffrir d'énormément de problèmes d'un coup. Et en fait, ce qui va le plus déranger la personne, ça va être les problèmes physiques. Parce que ce qui se passe au niveau mental, en tout cas dans mon cas, quand le burn-out a commencé, c'était juste, je pense qu'il faut que je prenne des vacances. Mais pas, il faut que je prenne des vacances, genre souffler. C'était juste, là, peut-être qu'en ce moment, il y a trop de choses et il faut juste que je me pose. Et en fait, les problèmes physiques, ils arrivent quasiment en même temps. Et ce qui ne facilite pas le travail, justement, des médecins, c'est que dans la plupart des troubles psychologiques, il y a des symptômes physiques associés. En fait, on va d'abord essayer de traiter les symptômes physiques avant de se concentrer sur quelque chose de plus profond. Ce qui fait que moi, j'ai été en errance médicale pendant un peu plus d'un mois. Parce qu'au début, on me traitait pour des problèmes gastriques, en fait. On me traitait pour des problèmes gastriques, on me traitait pour des douleurs musculaires. Et du coup, on a pu chercher vers des maladies orphelines, des problèmes au niveau intestinaux, éventuellement des antécédents médicaux familiaux, alors qu'en fait, il y en a clairement pas. Et ça a en fait retardé le diagnostic parce que justement, on n'a pas forcément chercher du côté du burn-out et du côté de l'anxiété. Le problème aussi, même si beaucoup de gens sont sensibilisés et prévenus au niveau de la santé mentale, c'est qu'on a encore cette stigmatisation aussi au niveau de la jeunesse. Je sais que notre génération, donc là je parle des personnes qui sont nées dans les années 90, on est un peu une génération à la croisée des chemins, où à la fois on commence à se rendre compte qu'au niveau du travail, le monde du travail en général ne correspond plus en fait à nos critères, et là c'est pas question de caprice comme pourrait dire certains cinquantenaires un peu relous qui, je pense, ne se rendent pas compte de ce qui se passe autour. Parce que je pense qu'il y a une différence dans le monde du travail de quand tu as une place d'une personne qui se tourne les pouces toute la journée et qui boit des cafés chaque minute, et d'une personne qui taffe à mort parce qu'elle doit absolument se faire une place dans le monde du travail. Sinon, elle va se faire licencier ou alors elle va se faire stigmatiser. Parce que oui, nous, les jeunes, actuellement, on a toujours une épée de Damoclès au-dessus de notre tête et ça n'aide pas du tout à aller bien. Parce que c'est des choses qui nous stressent en plus, c'est de la charge mentale en plus et c'est hyper dangereux pour la santé mentale, justement. Je pense aussi qu'on est à la croisée des chemins parce que justement, notre génération est plus impactée par des problèmes de santé mentale. Là, comme je l'ai dit, par exemple, au niveau de l'anxiété, c'est quelque chose qui se traduit par énormément de symptômes qui apparaissent entre 15 et 25 ans. Et des fois, il y a des éruptions inhabituelles, comme dans mon cas, après 25 ans. Donc, on a une génération de jeunes qui est touchée, mais on ne va quand même pas chercher ce côté-là parce que aller voir un psy, ça craint. Avoir une dépression aussi jeune, comment ça? Mais t'as tout pour être heureux? Non, on n'a pas tout pour être heureux. S'il y a quelque chose qui cloche dans notre tête, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'aujourd'hui, sans vouloir être fataliste, les jeunes ont toutes les raisons du monde d'être dépressifs ou anxieux avec tout ce qui se passe actuellement. Moi, la première, je pense que si j'avais pas de traitement, au vu de tout ce qui se passe dans ma tête, j'aurais clairement pété un plomb parce que là, il y a rien qui va en fait. Comment tu veux apporter de l'espoir à des jeunes quand on voit tout ce qui se passe actuellement? C'est très compliqué. Et surtout, là où c'est rassurant, c'est que si énormément de personnes commencent à être sensibilisées et à se former, de plus en plus de personnes sauront reconnaître les signes. Et je pense que, en tout cas, moi, c'est ce qui aujourd'hui fait que je me sens bien dans mes basques, c'est que la plupart des gens autour de moi, voire même quasiment toutes les personnes de qui je suis entourée aujourd'hui, ont conscience justement de l'existence de ces pathologies, ont conscience de ce que les gens peuvent vivre sans forcément l'avoir vécu, même si beaucoup de mes amis l'ont vécu aussi, et ça m'attriste vraiment. C'est des gens qui sont sensibilisés, qui sont mieux à même d'accompagner, et ça retire une charge mentale à la personne malade. Parce que justement, elle sait que si elle a des moments d'égarement, si elle a des moments où elle pète les plombs, si elle a des moments où ça va pas du tout, les gens sont au fait que ça ne va pas, vont moins stigmatiser. Aujourd'hui, toutes les personnes qui m'entourent pour une bonne raison déjà, même si elles sont très peu, elles sont très importantes. Et surtout, je sais que c'est des gens, si je pète un boulon, elles vont pas m'en vouloir. Peut-être elles vont me laisser de l'air, peut-être elles vont me laisser tranquille pendant quelques temps, peut-être qu'elles vont prendre leur distance, même si c'est un peu compliqué, parfois c'est aussi nécessaire parce que les aidants ont besoin de prendre soin d'eux, c'est hyper important. Surtout, c'est des gens qui m'en tiennent par rigueur. Et moi, au moment où je fais une crise ou au moment où je suis dans une période d'anxiété, je m'en rends pas forcément compte, mais en tout cas, ils sont là. Et je sais que quand la crise est passée, contrairement à avant où beaucoup de gens me le faisaient ressentir, aujourd'hui, je ne ressens aucune culpabilité, ou très peu. Et je suis en tout cas très vite rassurée. Et ça retire une charge mentale à la personne malade parce que justement, tergiverser encore et encore dans sa tête sur des événements passés il y a quelques semaines alors qu'on n'était pas du tout dans un état où on se rendait compte que ça n'allait pas et surtout on n'était pas rationnel, je pense que c'est la pire chose à vivre. Je pense que j'aurais encore énormément de choses à dire sur les premiers secours en santé mentale. Je pense que vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que c'est hyper important
que si jamais vous avez l'occasion, soit, de vous la payer vous-même ou éventuellement, de la faire payer par votre entreprise ou votre CPF, n'hésitez pas à la suivre. C'est très intéressant. Il y a énormément de ressources et surtout, ça permet justement d'être plus en phase, je pense, avec les problèmes d'actualité, surtout au niveau de la santé mentale pour les jeunes et les moins jeunes, parce que oui, les moins jeunes aussi en souffrent, ça peut arriver. Et du coup, je vais me permettre aussi de faire un petit point ressources avant de clôturer cet épisode et de prendre quelques petites vacances au niveau podcast. Alors, du coup, en cas de troubles dépressifs caractérisés et bipolaires, au niveau des ressources, vous pouvez téléphoner ou avoir des aides en ligne. Il y a des sites internet et des livres d'information sur la dépression et les troubles bipolaires. Donc ça peut être soit pour les personnes qui en souffrent et qui se sentent prêtes à creuser le sujet, soit pour les aidants, afin de mieux comprendre justement les personnes qu'elles aident. Donc au niveau des aides en ligne, il y a Stop Blues. Donc ça, c'est un outil numérique d'e-santé et aussi une application mobile. Et du coup, ça permet d'accéder à une panoplie d'informations et d'outils pour soi-même ou un proche. Il y a des vidéos d'informations sur le blues, la dépression, les idées noires ainsi que des solutions existantes. Il y a des quiz aussi, une cartographie des ressources locales. Ça, c'est hyper important parce que selon où vous êtes, ce ne sera pas les mêmes ressources. Des exercices de relaxation, de méditation et de psychologie positive et d'autres outils. Après, au niveau des sites internet, le premier qu'on a, c'est France Dépression. Donc ça, c'est un site internet qui a pour mission de prévenir, d'informer, de soutenir les personnes souffrant de dépression ou de troubles bipolaires. Ça permet aussi de lutter contre la stigmatisation et de promouvoir leur dignité et le respect de leurs droits au niveau local, national et européen. Après, il y a le site Dépression Info, Infodépression. Psyquoi, donc ça c'est la santé mentale et les jeunes, et Psyquoi ça s'écrit EPSYKOI, et c'est un web documentaire d'information et de prévention en santé mentale participant à la lutte contre la stigmatisation. Après il y a Argos 2001, troublebipolaire.com et bipolaritéfrance.com. Et ça c'est une association de patients experts avec comme objectif de rendre des patients bipolaires acteurs de leur maladie. Après, il y a aussi l'UNAFAM. Ça, c'est un guide pour apprendre à vivre avec un trouble bipolaire qui est disponible en ligne. Livre d'auto-aide, on va avoir des guides d'auto-soins TCC pour la dépression. La dépression, comment sortir, du docteur Christine Mirabel-Sauron. Changez vos émotions et changez votre vie, de Denise Greenberger et Christine Padeski. Idées noires et tentatives de suicide, réagir et faire face. Self-help de Emmanuel Granier. Surmonter la faible estime de soi, de Mélanie Fenel. Mieux vivre avec un trouble bipolaire, comment le reconnaître et le traiter, de Christine Mirabel-Saron. Borderline, retrouver son équilibre, de Dominique Page. Après, vous avez aussi des lignes d'écoute qui peuvent vous aider justement à vous rediriger vers des experts en santé mentale si jamais vous vous sentez un peu isolé ou que vous avez malheureusement personne autour de vous pour vous aider. Il y a la ligne SOS Amitié, donc c'est un service d'écoute qui est destiné à accueillir la parole de celles et ceux qui, à un moment difficile de leur vie, traversent une période compliquée. Donc les permanences téléphoniques, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et le numéro, c'est 09 72 39 40 50. Ensuite, il y a la ligne Suicide Écoute, qui écoute des personnes confrontées au suicide. La permanence téléphonique, pareil, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le numéro, c'est 01 45 39 40 00. Il y a aussi le fil santé jeune, donc la permanence téléphonique, pareil, 7 jours sur 7, de 9h à 23h. C'est le 08 00 23 52 36. Ensuite, au niveau des ressources utiles pour les troubles anxieux, il y a l'application mobile Respirelax Plus. Ça permet de retrouver calme et détente en quelques minutes seulement. Et en fait, c'est une application qui permet de faire de la cohérence cardiaque et des exercices de respiration. L'outil Mind, donc ça, c'est un outil pour aider à la méditation. Ensuite, il y a un numéro de téléphone 08 Victimes. C'est un numéro national d'aide aux victimes pour être écouté et aidé 7 jours sur 7 au 01 41 83 42 08. Ensuite, il y a des sites internet, anxiété.fr, donc il y a des informations spécifiques et des actualités sur l'anxiété. Toujours et Psyquoi. Il y a aussi le site internet infotrauma.org, donc là c'est plus concernant les troubles de stress post-traumatique et il a pour vocation de donner de l'information sur le traumatisme psychique, que vous soyez victime, proche de victime ou professionnel. Il y a l'association France Victimes aussi, donc ça c'est pour les troubles de stress post-traumatique. Il y a des informations spécifiques, des actualités, des témoignages. l'AFTOC, Association française de personnes souffrant de troubles obsessionnels et compulsifs. Donc ça, c'est un site internet aussi, donc aftoc.org. Et du coup, les livres d'information sur l'anxiété, il y a le livre Plus serein, le stress et l'équilibre intérieur et abécédaire, du docteur Séverin Dominique. Je dépasse mes peurs et angoisses, André C. et Museau C. Livré sur les troubles anxieux et phobiques du Psycom. Donc ça va être sur le site du Psycom directement, donc PSYCOM.
Et du coup, après, au niveau des ressources, si globalement vous allez sur le site de PSSM France, donc Premier Secours en Santé Mentale, vous aurez des informations sur la formation et vous aurez aussi des informations sur les ressources disponibles et les aides disponibles. Si, en tant qu'aidant, vous souhaitez vous renseigner un peu plus, déjà, la première chose, je pense, en tout cas, moi, les aidants l'ont fait, c'est de pouvoir bien communiquer avec la personne en souffrance et surtout d'apprendre à reconnaître les signes de troubles et éventuellement les signes de rechute aussi. Et surtout, écouter la personne sans jugement, savoir la réconforter et faire preuve d'empathie, c'est déjà énorme pour une personne. Et l'aider à la guider aussi, ne pas trop la brusquer non plus. Et en ce qui concerne les troubles anxieux, une des infos absolument importantes que j'ai apprises durant cette formation, qui m'a étonnée et qui, je pense, a fait changer ma vision de la guérison des troubles anxieux, c'est qu'on ne guérit pas d'un trouble anxieux en évitant ce qui nous fait peur. Moi, en l'occurrence, là, depuis que j'ai fait une rechute dans ce trouble anxieux, j'ai peur de sortir de chez moi et de revoir des gens. Et du coup, je reste enfermée chez moi. C'est pas une bonne chose. J'ai coupé aussi contact avec beaucoup de gens. C'est complètement stupide. Et du coup, il faut sortir de sa zone, entre guillemets, de confort, qui est un peu finalement néfaste, et oser, justement, affronter ses peurs. Soyez accompagné, soyez aidé, affrontez pas ça seul si vous vous en sentez pas capable, et surtout acceptez justement de ne pas vous sentir capable de temps en temps. Je suis la première à ne pas accepter de ne pas être capable de faire beaucoup de choses. Pour une personne, c'est très dévalorisant. On a des problèmes au niveau de la confiance en soi et on va aussi avoir des problèmes au niveau de l'estime de soi. Et justement, c'est pour ça que c'est important d'être accompagné par des personnes qui sauront vous redonner cette estime de soi. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous fais à tous des bisous et je vous dis à dans 2 ou 3 semaines